Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe à Strasbourg, au sein d'un Parlement européen qui s'intéresse de près à la défense, dans le cadre notamment de la conférence sur la sécurité qui a lieu à Munich du 16 au 18 février. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, une quarantaine de ministres des Affaires étrangères et de la Défense y sont présents. Ce rendez-vous a d'ailleurs été inauguré cette année par la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen et son homologue française Florence Parly. Signe des temps et d'un changement d'ambiance sur le vieux continent, avec des réticences américaines vis-à-vis de l'OTAN, avec le départ des Britanniques de l'Union européenne. Alors pour parler des objectifs et des acteurs de cette politique de sécurité, nous sommes en compagnie d'invités qui connaissent bien ce secteur. Michael Galler, bonjour. Vous êtes député européen du PPE, c'est-à-dire la CDU, en fait le parti de la chancelière Angela Merkel en Allemagne. Avec nous aussi Mario Borghesio, bonjour, député européen de l'Europe des Nations et des Libertés. C'est le groupe où se trouve la Ligue du Nord en Italie. Et vous êtes aussi en compagnie aujourd'hui d'Alexis Vallas, directeur du Master sur la sécurité européenne à Sciences Po Strasbourg, où nous sommes aujourd'hui. Alors, au programme de Munich, il y a d'abord une réflexion sur les nouvelles menaces qui pèsent et celles qui pèsent sur l'Union européenne. Quelles sont-elles exactement, Michael Galler? Est-ce qu'on a bien analysé de notre point de vue qui sont nos ennemis? Voilà, d'un côté, il y a évidemment les menaces terroristes qui sont présentes, qui doivent être adressées par une coopération beaucoup plus étroite entre les pays membres. Et en plus, il y a les menaces qui sont les conséquences des crises autour de nous, au sud, au sud-est, à l'est. Et il y a les nouveaux développements et possibilités dans le domaine digital qui pourraient influencer ou menacer nos infrastructures. Je crois que ce sont les meilleurs. Alors, qui sont nos ennemis finalement si on regarde du point de vue du professeur la géopolitique globale de l'Union européenne? On avait beaucoup insisté en effet sur l'organisation de l'État islamique, mais ce ne sont peut-être pas les seuls dont il faut se méfier. Je crois qu'effectivement, sur les menaces, il y a un certain consensus et on va retrouver toujours les mêmes listes. Ça varie d'ailleurs pas beaucoup dans les concepts stratégiques, le terrorisme, crise migratoire, la situation dans le voisinage. Oui, enfin, si on parle de cybersécurité, par exemple, on pense à des attaques plus du côté des Russes, par exemple. Et il me manquait justement le voisin russe, la relation avec le voisin russe et la cybersécurité. Mais si vous voyez les différents concepts stratégiques de l'Union européenne, on pourrait aussi évoquer la sécurité énergétique, ils sont toujours présents. Ce qui change, c'est la prioritisation. Et le problème de l'Union européenne, c'est de se mettre d'accord sur la hiérarchisation des menaces. Et là, effectivement, il n'y a pas un parfait consensus au sein de l'Union européenne. Alors, est-ce que vous avez le sentiment aussi, il y a bien sûr des puissances nucléaires en Europe, est-ce que vous avez le sentiment que finalement, on est maintenant coincé entre les États-Unis, Moscou, et qu'il y a une surenchère d'armement? Est-ce qu'on est prise dans cette course finalement pour vous, Monsieur Borghesio? Oui, l'Europe doit tenir compte de cette situation. Il y a une situation internationale qui bouge et ne bouge pas dans le bon sens. Il y a des crises. Nous voyons ultimement la crise coréenne, mais aussi la situation du Moyen-Orient. Il y a des menaces terribles sur notre paix, sur notre sécurité. Mais cette Europe, elle est protagoniste de cette situation. Il est un peu absente, avec une politique extérieure de défense un peu incertaine. Nous pensons que c'est exactement ça la situation et qu'il n'y a plus de possibilités dans les armées, dans les décisions de défense nationaux, que dans les décisions de cette Europe qui, avec la voix fragile et incertaine de Mme Mogherini, elle semble toujours un peu incertaine. Alors vous dites l'Europe qui a l'air parfois aux abonnés absents, quand on regarde, il parle évidemment de la chef de la diplomatie italienne pourtant, une italienne. Pourtant, c'est vrai qu'en décembre 2017, 25 pays, c'est une coopération renforcée comme on le dit, on fait une coopération structurée sur le domaine de la défense pour une politique européenne plus active. Alors ça va des Allemands aux Italiens, passant par les Estoniens, etc., presque tous finalement. Est-ce que c'est purement symbolique? C'est beaucoup plus. On a activé un chapitre du traité et je crois dans ce domaine, en effet, qu'on a finalement trouvé un consensus car il y a des fortes
problèmes dans d'autres domaines comme la répartition des réfugiés et tout ça. Donc on a trouvé ce domaine comme dénominateur commun, un grand dénominateur à mon avis, et il s'agit vraiment de fournir mieux, de dépenser mieux les ressources limitées, et je suis très optimiste que si on s'engage là avec beaucoup de volonté politique, on va fournir mieux avec les ressources limitées. On a mentionné Donald Trump, effectivement son possible désengagement dans l'OTAN, alors qu'on demande aux pays de l'Union européenne de porter à 2% leur part justement de défense dans leur PIB. L'Italie s'est engagée à porter sa propre dépense militaire de 70 millions d'euros par jour à 100 millions par jour, mais pratiquement. Est-ce que dans le débat électoral, pour les élections du 4 mars, on en parle beaucoup de ça? Oui, ces thèmes sont malheureusement un peu absents dans la polémique électorale, préélectorale et électorale italienne. Et tout au contraire, il faudrait réfléchir beaucoup sur la direction que cet engagement de nouvelles de l'Europe. Je suis d'accord, il faudrait que l'Europe se renforce cette entente. Mais il y a une entente, par exemple, entre les organismes de renseignement et la lutte contre le terrorisme, l'émergence des foreign fighters qui arrivent des régions du califat, et ils sont déjà dans le territoire européen parce que à travers l'Italie, ils sont entrés dans l'Europe, des dizaines, peut-être des centaines déjà de guerriers d'Allah qui sont entre nous. Ils sont déjà, pour ce qui est du terrorisme, c'est souvent le terrorisme intérieur, c'est pas forcément rentré. On ne fait pas. Non, la question que je vous pose, comme membre de la Ligue du Nord, est-ce que vous êtes favorable, par exemple, vous dites, vous avez un contingent italien déployé en Lettonie, au bord du territoire russe, des avions de chasse qui sont en direction de Saint-Pétersbourg, etc. Est-ce que vous considérez que, par exemple, c'est une priorité que la Russie soit dans votre viseur? Je pense qu'on ne doit pas être obsédé par cette situation. La défense européenne doit envisager prioritairement les vraies menaces. Et les vraies menaces sont du terrorisme et des infiltrations de l'islamisme radical. Je ne suis pas d'accord, si vous le permettez. On a vu l'agression russe contre l'Ukraine. Nous avons une forte solidarité montrée vis-à-vis de nos partenaires qui sont exposés à ces menaces et à cette rhétorique agressive de la part de Russie. Et je crois au niveau européen, nous faisons bien sûr une politique qui correspond à cela aussi, y inclut les sanctions. Alors justement, on va partir en direction de votre pays. Dans les années 90, l'Allemagne a brisé le tabou de la Seconde Guerre mondiale et engagé ses troupes à l'étranger dans les opérations extérieures. Alors que la Grande-Bretagne s'apprête à quitter l'Europe, l'Allemagne pousse aux côtés de la France pour une défense européenne, s'habitue d'ailleurs peu à peu à son nouveau rôle de puissance militaire. Pour répondre à ces nouvelles missions, la Bundeswehr, l'armée allemande, est sur tous les salons de l'emploi pour recruter. Un reportage tout de suite de notre correspondante Anne Maillet. L'armée allemande a besoin d'eux. Présente dans tous les salons de l'emploi du pays, la Bundeswehr recherche soldats désespérément. Informatique, médecine ou mécanique, les recruteurs ont une centaine de métiers à proposer. Nous cherchons à recruter 20 000 soldats chaque année. Nous leur proposons alors toutes sortes de formations professionnelles. 7 ans après la fin de la conscription, la Bundeswehr veut regonfler ses troupes pour répondre aux nouveaux défis géopolitiques. Objectif, 198 000 soldats d'ici à 2024. Ces jeunes femmes sont intéressées. La Bundeswehr est un employeur sérieux et important. Tous ceux qui y travaillent en disent du bien. Compte tenu des menaces liées au terrorisme, il est plus important que jamais de protéger la population. Berlin investit 35 millions d'euros par an dans ses campagnes de recrutement. Sur les réseaux sociaux, la série Les Recrues relate le quotidien des soldats allemands au Mali. Engagée dans une quinzaine d'opérations extérieures, l'Allemagne veut renforcer sa contribution à la politique de sécurité et de défense européenne. Selon cet expert, le pays est appelé à multiplier ses engagements. De toute évidence, l'Allemagne va jouer un rôle essentiel dans les années à venir en matière de défense européenne, ne serait-ce que parce que c'est en Allemagne que les possibilités financières sont les plus grandes. La future grande coalition prévoit d'investir 1 milliard d'euros supplémentaires par an dans la défense et veut augmenter les salaires des soldats pour rendre l'armée encore plus attractive.
Alors, on le voit, hein, cette armée allemande qui doit passer de 178 000 personnes à 198 000 d'ici 2024. Hein. On est en train de séduire ces jeunes qui vont peut-être effectivement devoir aller sur des terrains d'opérations extérieures. Mais en même temps, je parle aux Français là, plus qu'aux professeurs. Est-ce que maintenant, ce qui va structurer la défense européenne, c'est un tandem franco-allemand. On va tout faire finalement pour être un couple qui est leader en matière de défense. Comme vous l'avez fort justement dit dans votre lancement, je crois que la grande mutation des armées allemandes, c'est dans les années 90, avec tous ces engagements dans les opérations extérieures des Balkans, où déjà l'Allemagne prend une part importante. Maintenant, effectivement, du fait du retrait britannique, sa présence militaire, son importance militaire est plus visible. Mais comme à l'instar des autres États membres, simplement, on monte un peu le niveau des armées. Je ne pense pas qu'il y ait de changement fondamental. Je voudrais aussi nuancer ce qui a été dit par rapport aux États-Unis sur ce que vous appelez les réticences. Il y a eu une réticence du candidat Trump qui tweet sur l'obsolescence de l'OTAN, mais il y a aussi un second tweet, une fois que Trump est élu, du président qui dit que l'OTAN is no more obsolete, l'OTAN n'est plus obsolète. Donc je ne pense plus qu'il y ait vraiment de risque de désengagement des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN. Mais alors, est-ce qu'il y a véritablement engagement de l'Allemagne? C'est la question que se pose la France. Est-ce que, par exemple, au programme électoral, qui est difficile à définir effectivement d'Angela Merkel, il y aura cette idée d'essayer d'aller vers les 2% qui est réclamé par l'OTAN justement de PIB, et comment surtout? Voilà, le gouvernement allemand faisait part de cette décision prise au sommet de l'OTAN en Pays de Galles. C'est bien sûr une obligation politique, on a dit, jusqu'à 2024, on va y arriver. J'ai encore des soucis, franchement, qu'on y va arriver pour le moment, car il y a évidemment les social-démocrates qui sont très réticents là-dessus, mais il faut une telle discussion politique chez nous, et il faut évidemment s'accoutumer aux pensées qu'on est ensemble avec les autres partenaires aux premières lignes des engagements militaires. On est en première ligne parce qu'il y a le départ des Britanniques. Alors est-ce que c'est vrai, déjà c'est de l'argent en moins, soyons clairs, dans la facture globale du Brexit, 60 milliards d'euros, etc. C'est quand même de l'argent en moins et une armée en moins. Est-ce que ça va désorganiser cette défense? Est-ce qu'il y a des risques particuliers avec ce Brexit? Oui, évidemment, il y a des problèmes. Qu'est-ce que fait l'Europe? Elle est absente. Alors c'est à la fois diplomatique et la solution n'est pas purement militaire peut-être. Oui, qu'est-ce que fait l'Europe dans cette OTAN dans laquelle il y a une Turquie qui fait la guerre contre les héros kurdes qui nous ont sauvés contre le califat islamique? C'est une Europe qui n'envisage pas. Il y a un certain nombre de contradictions qui sont soulevées effectivement sur finalement nos objectifs et puis nos alliés. Les questions sont justes et difficiles, mais on doit distinguer les cas. Dans le cas de la Libye, il y a quand même une vraie difficulté, mais pour toutes les organisations internationales. Il n'y a pas un problème de l'Union européenne, c'est très compliqué pour l'ONU de vrai. Il y a quand même une mission de l'Union européenne, mais qui n'arrive pas à être active sur le sol libyen. Touristique. Dans le cas de la Turquie, je pense que c'est effectivement l'un des plus grands problèmes pour l'avenir de l'OTAN. On doit s'en préoccuper. Mais là encore, ce n'est pas un problème pour l'Union européenne en tant que telle. Sur votre question de départ, le Royaume-Uni, je crois qu'effectivement, on perd une grosse capacité militaire au sein de l'Union européenne. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de liens bilatéraux avec la France, entre le Royaume-Uni et la France, et que les opérations militaires et toutes sortes de coopérations pourront éventuellement, au sein de l'Union européenne, pourront éventuellement être ouverts à des États tiers. Donc ne considérons pas que le Royaume-Uni sera en dehors de tout ce qui va être fait en Europe en matière de défense. En deux mots, le Parlement européen, le 21 février, va examiner l'achat en commun de capacités de défense, notamment de drones, etc. C'est une mesure très controversée. Pourquoi, Monsieur Galère? Voilà, pour moi, ce n'est pas controversé. Je soutiens toutes les mesures prises dans ce domaine. C'est, à mon avis, nécessaire de travailler là ensemble. Il ne fait pas de sens du tout que chaque pays seul développe son propre drone, mais il faut une Eurodrone
comme un exemple des projets communs qui sont très importants à développer. Merci en tout cas d'avoir été en notre compagnie. Tout de suite, notre rubrique Contrefait. Le commissaire aux migrations aurait dit que l'Union européenne est envahie de migrants. Vraiment, vous le croyez, vous? Eh bien non, il ne faut pas le croire parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Encore des infos un petit peu farfelues qui traînent sur des sites pas très honnêtes. On regarde tout de suite. Aucun coin de l'Union européenne n'échappera à l'immigration de masse. C'est la citation choc attribuée au commissaire européen aux migrations et aux affaires intérieures, Dimitris Avramopoulos, au mois de décembre dernier. La citation est reprise par plusieurs sites identitaires proches de l'extrême droite, notamment F2 Souche en France et Les Observateurs en Suisse, qui affirment l'avoir extraite d'une tribune signée par le commissaire européen pour le site d'information Politico. Sauf que cette phrase, Avramopoulos ne l'a jamais écrite. Le commissaire européen a bien signé une tribune pour Politico dans laquelle il affirme, je cite, « Nous ne pouvons pas et ne pourrons jamais arrêter les migrations ». Mais il fait référence aux migrations au niveau mondial, pas au niveau européen. Et à aucun moment il n'emploie le terme d'immigration massive ou de masse, comme le relève l'agence AFP. Le site f2souche.com semble d'ailleurs avoir reconnu son erreur et a depuis corrigé le titre de son article. Ce qui n'est pas le cas de son homologue suisse, lesobservateurs.ch, qui a maintenu dans son titre la citation imaginaire attribuée au commissaire grec. Merci donc à nos invités d'avoir participé à ce débat sur la défense. On poursuit d'ailleurs sur ce thème avec un autre eurodéputé que vous connaissez bien sûr. Il s'agit d'Arnaud Danjean. Il s'occupe beaucoup de défense ici au Parlement européen, mais avant il était un tout petit peu espion. C'est juste après la pause.